Madame, Monsieur, bonsoir. Une nouvelle page dans l'histoire des relations Maroc-Espagne. C'est ce que nous allons analyser ce soir dans Question d'actu. Le 18 mars, le président espagnol adresse une lettre à Sa Majesté le roi Mohamed VI, Pedro Sánchez. Il souligne que l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie présentée en 2007 comme la base la plus sérieuse, la plus réaliste et la plus crédible pour la résolution du différend du Sahara marocain. Sánchez a également présenté dans son message la démarche à tenir dans l'avenir. En réponse, un communiqué du cabinet royal a salué cette initiative espagnole qui s'inscrit en droite ligne avec l'esprit, d'ailleurs, du discours royal du 20 août dernier, où le souverain appelait à des relations bilatérales fondées sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements. Du côté des réactions, d'abord au sein de la scène politique espagnole, il n'y a pas unanimité. Nous allons discuter plus tard pourquoi. Chez le voisin de l'Est, en revanche, la décision de Madrid a froissé le pouvoir algérien qui a décidé de rappeler son ambassadeur à Madrid, tandis que notre ambassadrice Kalima Mnieich a repris ses fonctions. Après donc l'Allemagne et à présent l'Espagne, l'UE va-t-elle suivre en reconnaissant le plan d'autonomie proposé par le Maroc comme seule solution de sortie aux différends du Sahara marocain? Et quel impact sur les relations Maroc-Espagne et plus largement avec l'UE? Nous répondrons à ces questions et à bien d'autres en compagnie de mes invités. D'abord sur le plateau, professeur Mostafa Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes professeur de droit et politologue. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci à vous. Et en face, j'ai le plaisir renouvelé d'accueillir Hassan Alaoui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je rappelle que vous êtes directeur de publication et cofondateur de Maroc Diplomatique. Bienvenue à vous également, une nouvelle fois, dans Question d'actu. Merci beaucoup, madame. Et j'ai le plaisir d'accueillir à présent par Skype depuis Washington Samir Bennis, conseiller politique et rédacteur en chef de Morocco World News. Bonsoir Samir Bennis, merci de vous joindre à nous. Merci pour l'invitation. Alors d'abord une question générale, après 10 mois de brouille diplomatique, messieurs, quelles sont les motivations derrière une telle décision espagnole que beaucoup d'analystes ont décrit comme un réel tournant historique? Mostafa Sahimi. C'est d'abord 11 mois, c'est-à-dire depuis avril dernier, depuis que le chef séparatiste avait été accueilli pour des raisons humanitaires, entre guillemets, dans des conditions particulières, une fausse identité, un faux passeport, etc., sans que le Maroc soit avisé, ce qui était la courtoisie minimale. Donc, c'est à partir d'avril dernier qu'il y a eu ce processus de tension, de brouille et de crise. Et d'ailleurs, notre ambassadrice à Madrid, Kalima Mnieich, a été rappelée, et le Maroc s'en est tenu donc à cette position en disant un certain nombre de principes de coopération bilatérale et de partenariat n'ont pas été respectés, on va peut-être y revenir. Et sur ces bases-là, le Maroc a décidé avec beaucoup de fermeté de prendre la décision donc du gel des relations avec Madrid. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça a mis 11 mois. Ça a mis 11 mois parce que ça a posé beaucoup de problèmes à l'équipe espagnole du fait que il y a eu des actes, il y a eu des déclarations, et donc il fallait que l'Espagne donne des gages concrets d'une volonté de normalisation. Il y a eu un certain nombre d'actes, parmi lesquels le limogeage en juillet de la ministre des Affaires étrangères, qui s'était particulièrement distinguée à cet égard, qui avait été à l'origine de la crise, donc Madame Laya. C'était pas suffisant, il fallait qu'il y ait d'autres actes. Alors il y a eu des actes ensuite, il y a eu le message du chef du gouvernement, du ministre des Affaires étrangères, puis ce qu'a déclaré le roi d'Espagne, en recevant le corps diplomatique, en adressant un message, puisqu'il avait centré pratiquement tous ses développements sur la situation dans la région, et s'était adressé particulièrement au Maroc en disant qu'il souhaitait des relations durables, etc. Mais ce n'était pas suffisant. La position du Maroc, c'était qu'il fallait tenir compte d'une nouvelle donne pour attendre une normalisation des relations avec Madrid. C'est quoi la nouvelle donne? Il y en a deux, il y a deux nouvelles donnes. Une donne majeure, c'est la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes le 10 décembre 2020, qui est un acte fondamental
dans une nouvelle appréciation et appréhension du dossier de la cause nationale. Il y a eu un autre acte, c'est décidé par le chef d'État allemand qui, à la faveur du Nouvel An, adressait, ce qui est une procédure tout à fait inhabituelle, adressait un message très politique à Sa Majesté le Roi, faisant état donc de la volonté de Berlin de renouer les relations avec Rabat sur des bases nouvelles, si bien que l'Espagne s'est retrouvée isolée. Isolée, absolument. C'est isolée, donc voilà à peu près le premier tableau qu'on peut faire de cette situation. Très bien, et vous faites bien, Mustapha Sribi, de rappeler un peu le contexte, n'est-ce pas, qui a mené à ce gel des relations entre Madrid et Rabat. Est-ce que beaucoup parlent de motivation économique? Au-delà du fait de ces motivations diplomatiques, comme l'a si bien développé Mustapha Sribi, quelles sont les autres motivations de Madrid pour faire ce genre de pas, quand même, que beaucoup décrivent comme historique? Alors moi, je pense que les motivations économiques sont aussi importantes que celles que Mustapha Sribi a relevées. C'est que tout simplement, il y a une situation qui a fait que l'Espagne était devenue, en se substituant à la France, était devenue le premier partenaire économique du Maroc. Parfaitement. N'est-ce pas? Avec, je dirais, des paramètres à côté, qui suivent, qui s'inscrivent dans cette dynamique, et qui font que, par exemple, cette année, à la faveur, si vous voulez, au grand malheur, si vous voulez, d'une situation marquée par la pandémie, mais aussi par la crise que Mustapha a relevée depuis avril, c'est que les Marocains, les émireux qui avaient l'habitude d'emprunter l'Espagne pour rentrer au Maroc, et ils sont 3 millions, ne sont pas rentrés par l'Espagne. Absolument. Ils ont systématiquement boycotté. Et c'est quand même un manque à gagner très très important et significatif pour l'Espagne. Ça, c'est la chose. Donc, ils sont partis par le Portugal ou par la France, je veux dire, moyennant la voie maritime. Et donc, ça a quand même affecté grandement l'économie espagnole. Deuxième élément, en ce qui concerne justement le volet économique, c'est que il y a un grand nombre de pêcheurs qui sont à peu près menacés au chômage en Andalousie et qui ont été sanctionnés, je veux dire, sévèrement marqués par cette crise maroco-espagnole qui fait qu'ils sont révoltés et menacent, je veux dire, interpellent régulièrement le pouvoir espagnol parce qu'ils ne peuvent pas tenir. Aujourd'hui, ils peuvent évidemment, dans le package que le Maroc va proposer dans ce cas de cette normalisation, laisser les pêcheurs andalous et espagnols d'une manière générale, voire européens, reprendre leurs activités. Il y a aussi des projets, donc beaucoup de projets en commun industriels qui ont été bloqués, des projets sur l'eau, des projets sur l'électricité. Vous les connaissez, je ne peux pas les détailler parce que ce serait trop versé, je veux dire, ce serait trop long. Et ensuite, il y a le problème de l'immigration. L'immigration qui reste l'épée de Damoclès, ou bien, j'allais dire, le talon d'Achille, si vous voulez, d'une coopération qui était donc assez marquée par justement cette immigration que le Maroc s'est engagé depuis 15 ou 20 ans, même sous feu Hassan II, à contrôler, et qui tout de suite a pris des dimensions après la tragédie de l'Irak et de la Syrie, n'est-ce pas? Puis surtout les problèmes qui sont en Afrique, n'est-ce pas? Et que le Maroc, je veux dire, on lui colle le titre de gendarme, hein, ce qui est faux, mais en même temps ce qui peut être vrai, c'est que le problème de l'immigration menace directement l'Espagne et naturellement à Ceuta et Melilla, où l'on sait qu'il y a une évolution qui est en train de se dessiner, on ne sait pas laquelle, mais de toute manière qui fait craindre le pire au gouvernement espagnol. Très bien. Alors, ça, c'est vraiment, à mon avis, les aspects économiques. Maintenant, les aspects politiques, Mustapha les a développés, mais je peux rajouter tout simplement que tout de suite, il y a 2 mois, 1 mois et demi, il y a eu une déclaration très significative à laquelle il fallait qu'on prête attention. C'est une déclaration du ministre des Affaires étrangères qui a remplacé... c'est le nouveau qui a fait presque une ouverture très importante et intéressante à l'égard du Maroc. Et donc, on a commencé, puis on dira aussi peut-être, il faut vérifier, une pression américaine, parce que c'est pas normal que la visite, si vous voulez, de la secrétaire d'État adjointe américaine qui est passée ici soit passée inaperçue sans qu'on en parle justement de ce qu'on a appelé maintenant de plus en plus la pression américaine sur l'Espagne.
Très bien. Samir Benis, quelque chose à ajouter? Bon, pression américaine sur l'Espagne, et j'ai envie de dire aussi, hein, pression gazière sur l'Espagne et sur l'Europe de manière plus globale. Donc peut-être juste revenir pour finir le tour de table autour de cette question des motivations de la décision de Madrid. Tout d'abord, j'aimerais bien signaler que le Maroc a toujours été considéré en Espagne depuis plus d'un siècle une question de politique interne. Il y a un dicton en Espagne qui dit que quand Rabat éternue, Madrid l'entend. Ça veut dire que l'Espagne a toujours eu intérêt à assurer ses relations avec le Maroc pour assurer sa stabilité. Et le gouvernement espagnol sait bien que la réussite d'un pan entier de sa politique sécuritaire dépend entièrement de la bonne volonté et de la coopération du Maroc, plus particulièrement en ce qui concerne l'immigration et la lutte contre le terrorisme, et le trafic de drogue, etc. À cela, il faudrait ajouter un facteur très important qui a poussé Pedro Sánchez à finalement se positionner en faveur du Maroc. Il s'agit du problème du gaz. On sait bien que depuis plus de 5 décennies, l'Espagne, l'Algérie s'est toujours servi de cette carte du gaz pour mettre de la pression sur l'Espagne et l'empêcher de se positionner en faveur du Maroc. Il y a eu toujours un débat au sein de la classe politique espagnole pour se demander s'il fallait toujours garder cette politique d'équidistance avec le Maroc et l'Algérie. Jusqu'à une date très récente, l'Espagne importait plus de 45% de ses besoins en gaz de l'Algérie. Or, et à cause de l'importance du gaz algérien, l'Espagne était toujours obligée de ne jamais donner ce pas pour ne pas se mettre l'Algérie à dos. Or, avec la décision malencontreuse, mais favorable au Maroc du régime algérien de ne plus renouveler le pipeline le pipeline Maghreb qui traversait le Maroc, l'Algérie a offert l'Espagne au Maroc sur un plateau. Pourquoi ? Parce que à cause de cette décision, l'Espagne s'est trouvée dans l'obligation de trouver d'autres alternatives pour parer à une crise énergétique. Mais parce que l'Espagne a travaillé en amont de cette question et depuis de longues années et a construit une infrastructure très importante en ce qui concerne le gaz liquéfié, et il a réussi à surmonter cette crise et grâce au gaz américain, il a en quelque sorte il s'est affranchi de la dépendance du gaz algérien. Et rien que, par exemple, pour vous donner une idée de grandeur, selon les statistiques du mois de février dernier, l'Espagne a importé 39% de ses besoins énergétiques des États-Unis, alors que l'Algérie, qui représentait il y a juste quelques mois 45%, ne représente que 23% des besoins espagnols. Oui. Je pense qu'il s'agit là d'un facteur primordial, capital, qui a poussé les Espagnols à finalement faire le pas et se positionner en faveur du Maroc, car ils savent bien que malgré les gesticulations de l'Algérie, le régime algérien a les mains liées avec l'Espagne à cause du contrat du Medgaz qui la lie à l'Espagne jusqu'à l'année 2030, et il ne pourra en aucun cas couper ses approvisionnements en gaz à l'Espagne, car si elle le faisait, elle serait en flagrante violation du droit international et se mettrait à dos et l'Union européenne et les États-Unis, en sachant que le pipeline Medgaz est détenu par la Sonatrach et par une société espagnole et une société américaine. Très bien. Alors justement, restons sur ça, puisque vous avez évoqué l'Algérie, réaction quand même assez acerbe de l'Algérie. Oui, professeur Strimi, peut-être que vous voulez rebondir sur ce qui a été développé. Et aussi, puisqu'on enchaîne sur cette question-là, est-ce que vous pensez
qu'en rappelant son ambassadeur, peut-être qu'Alger pourrait décider, dans un pas un peu qui serait pas très bien pensé, voire pas du tout stratégique, de couper le gaz aux Espagnols. Alors, je vais vous répondre, mais je vais donner quelques précisions auparavant. Les activités de pêche n'ont pas été suspendues pendant cette période. Les relations économiques non plus, etc., même si, évidemment, on a mis moins de célérité à examiner les appels d'offres et les propositions des opérateurs espagnols. Les intérêts économiques, c'est aussi un stock, un matelas extrêmement important. C'est quoi ? Vous l'avez dit à juste titre, l'Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc depuis 2014. Les échanges commerciaux de 2021, c'est 15 milliards de dollars. Il y a également... en hausse, d'ailleurs, même s'il y a eu la brouille diplomatique, mais il y a eu une hausse des échanges commerciaux. Voilà, ça c'est intéressant, on va y revenir, le décrochage entre les relations économiques et les relations politiques. Diplomatiques, voilà. Il y a un autre élément, il y a un millier d'entreprises espagnoles au Maroc. Des PME, mais aussi des grands groupes. Et il y a de grandes opportunités, ça a été relevé par Hassan Aloui tout à l'heure, ces grandes opportunités qui s'offrent à l'Espagne et au Maroc, et plus loin que le Maroc dans la projection triangulaire et africaine. Et puis, il y a ce qui fait quand même aussi le socle des relations bilatérales avec une dimension humaine. Il y a 800 000 de nos compatriotes qui sont là-bas. Il y a 5 000 intégrés, étudiants. Bien sûr. Il y a les flux touristiques. Il y a 900 000 Marocains qui visitent annuellement l'Espagne. Mais de l'autre côté, il y a 2,5 millions de visiteurs. C'est le deuxième groupe après les Français. Donc, il y a là quelque chose d'intéressant. Ce que je voudrais observer tout de suite, c'est que... en étudiant les relations Maroc-Espagne, on est frappé par ceci. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts économiques importants qui sont en développement tout le temps, on en a parlé, mais ces intérêts économiques n'arrivent pas à stabiliser les relations politiques. Et si vous prenez l'historique des relations entre Madrid et Rabat, il y a eu plusieurs crises. C'est pas la première, absolument. C'est la troisième fois qu'il y a un rappel de notre ambassadeur. C'est la troisième fois. Il y a eu en 2000 les événements d'Egido. Eh oui, del Rido, il faut le dire. Il y a eu tout ce qui a été lié à la visite d'Aznar, l'ancien chef du gouvernement espagnol, à Ceuta et Melilla. Il y a eu d'autres prises de position, des problèmes agricoles, etc., d'exportation d'automates. Donc, tout le temps, il y a des spasmes, si vous voulez, des convulsions. Pourtant, il y a eu un traité. Qui ne portent pas atteinte aux intérêts économiques. Mais il y a eu un traité qui a été signé. Vous me donnez une excellente transition. C'est un traité d'amitié et de coopération. Vous êtes bien informé. C'est un traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération qui a été signé le 4 juillet 1991 par le gouvernement. C'était le gouvernement marocain, disait par Azdil Al-Arri. C'est une durée de traité de 20 ans qui a été reconduit. C'est quand même le roi Hassan II et le roi Juan Carlos. Oui, non, mais c'est ça. Le plus important. Oui, ça avait été signé précisément par les deux souverains. Donc, c'est un grand texte qui pose un certain nombre de principes. Or, il se trouve que ces principes-là n'ont pas été respectés en différentes circonstances. Voilà une situation paradoxale où il y a des engagements internationaux, c'est un traité entre deux États. C'est ça. Mais ça n'est pas respecté dans la pratique et on n'arrive pas à trouver un cadre d'amortissement, si je puis dire, et de stabilisation des relations bilatérales. Maintenant, pour ce qui est de l'Algérie. Qui répondent à la question. Peut-être que vous voulez réagir sur le traité. Sur le mot paradoxe qu'il a utilisé, mais je le laisse après. Sur la position de l'Algérie, il faut d'abord rappeler que l'Algérie a été avisée. On l'a su hier que... il y a un ministre espagnol qui a dit que l'Algérie a été avisée. Bien, donc ça. Alors, il y a eu deux réactions. Il y a eu deux réactions d'Algérie du mouvement séparatiste. Le mouvement séparatiste, c'est marginal, on n'en parle pas parce que c'est rien. Et de toute façon, sur la scène internationale et diplomatique, leurs paroles ne vaut pas grand-chose. La réaction de l'Algérie pouvait-elle réagir autrement? Je pense que non. Pourquoi? Parce que l'Algérie n'a pas de marge de manœuvre. Elle n'allait pas applaudir.
Elle n'allait pas saluer. Elle ne pouvait que réagir comme ça par le rappel de l'ambassadeur. Est-ce que le pouvoir algérien peut aller plus loin? Et en l'occurrence, couper le gaz? Parce que, bon, non, il ne peut pas le faire. Pour mettre pression sur l'Espagne, je ne vois pas comment. On s'attendait à un rappel d'ambassadeur pour consultation. Oui. Rappeler l'ambassadeur, c'est devenu une culture chez eux. Oui, et le stade supérieur, c'est la rupture des relations diplomatiques. C'est inenvisageable pour Alger. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Par rapport aux intérêts surtout d'Alger, qui ont des intérêts économiques, notamment les intérêts gaziers. Et vous avez fait référence aujourd'hui au redéploiement, à la diversification des sources d'approvisionnement, ça a été fait par Sami Benis également, de l'approvisionnement de l'Espagne en gaz, puisqu'il est prévisible maintenant que la part du gaz algérien dans la consommation espagnole ne pourra que réduire durablement. Du fait d'un partenaire qui ne présente pas des grandes qualités de fiabilité, de sécurité d'approvisionnement. C'est ça. Premier point. Deuxième point, ça montre bien quand même l'isolement de l'Algérie. Alors que l'Algérie, surtout avec la guerre en Ukraine. L'isolement de l'Algérie, c'est-à-dire que voilà quelque chose de fondamental qui se passe au Maroc, entre le Maroc et l'Espagne. Ça a conduit à une normalisation des relations entre les deux pays. L'Algérie n'a pas la main. Moi, j'ai appelé ça, j'ai dit, c'est une diplomatie en deuil, malgré les gesticulations. Si toutefois on peut l'appeler ainsi. Hein. Oui, mais il y a un discours, il y a des gesticulations, des manœuvres, des postures, etc. Mais finalement, c'est une diplomatie qui n'a aucun effet, qui ne porte pas quelque chose et qui se trouve dans une situation embarrassante. Ça a également comme effet de faire réfléchir un certain nombre d'autres pays. Je parle d'abord du continent. Voilà un certain nombre de pays. On est au niveau de l'Union africaine, Nigeria, Afrique du Sud, etc. Hassan Alaoui, puisqu'on parle de ça, se préoccuper de cela. Est-ce que l'Espagne peut mettre pression sur Alger pour redémarrer le gazoduc Maghreb-Europe? Non, moi, je vais souligner. On va revenir sur le paradoxe. Trois petits points sur le paradoxe. Paradoxe, vous savez que les relations maroco-espagnoles, c'est quand même, il y a une dimension historique qui est absolument, j'allais dire, rédhibitoire, n'est-ce pas? Et que, à partir de 1975, il ne faut pas l'oublier, l'Espagne a été signataire de l'accord tripartite de Madrid. Donc, elle est engagée, je veux dire, sur le plan international après la vie de l'accord de La Haye en 1975. Il y a eu des négociations, n'est-ce pas, menées alors que le Codillo, c'est-à-dire Franco, agonisait. Et puis finalement, ça aboutit aux fameux accords de tripartite de Madrid, n'est-ce pas, où l'Espagne décolonise. Et je le souligne, pourquoi? Parce que la littérature algérienne, ne s'arrête pas dans sa propagande pour dénoncer ce pays qui est le Maroc, qui colonise, qui occupe, etc., etc. N'est-ce pas? Ça n'existe plus aujourd'hui depuis cet accord. Deuxièmement, il faut souligner, mettre en exergue cette situation, ce paradoxe, qui fait que, on ne comprend pas, les relations entre le Maroc ont toujours été pratiquement bonnes avec des gouvernements espagnols de gauche. C'est-à-dire, depuis Felipe González jusqu'à, comment il s'appelle, Zapatero, et jusqu'à aujourd'hui. C'est avec les socialistes espagnols que les choses se passent bien. Alors qu'en face, vous avez José María Aznar, et vous avez Vox, et bien sûr, et même l'autre qui est arrivé après. Ça n'a pas tellement marché, parce qu'il y a toujours cet irrédentisme, je veux dire, de droite, un petit peu cet alignement automatique sans raison objective ni réelle avec le pouvoir militaire d'Alger, n'est-ce pas? Et on ne comprend pas aujourd'hui, c'est donc avec Pedro Sánchez que ça reprend. Alors il faudrait quand même qu'on arrive à dire pourquoi. Et tous les trois chefs de gouvernement socialistes d'Espagne ont toujours eu, peut-être moins avec celui-ci, mais ça va s'arranger, des relations. Ben oui, des relations. Ah ben oui, vous savez, je vais vous dire, attends, s'il te plaît, je vais vous dire une chose, comment la réaction de Madrid. Écoutez, c'est très important, et on va peut-être décortiquer ça. Ils vous disent, le communiqué, nous entamons une nouvelle étape. Donc c'est quelque chose d'inédit dans notre relation avec le Maroc. C'est important.
basée sur le respect mutuel. Et ça, tout simplement, parce que ça nous renvoie aux événements de l'année dernière, n'est-ce pas, d'avril dernier. Le respect des accords, c'est Mustafa l'a dit, n'est-ce pas, l'absence d'action unilatérale, parce que le Maroc a toujours reproché, n'est-ce pas, à l'Espagne de prendre des attitudes et des réactions, d'avoir des réactions unilatérales. Il n'a pas été prévenu de l'arrivée du séparatiste. Ensuite, et la transparence et la communication permanente, ce qui n'a pas été dit, parce que ça aussi c'est un reproche que le Maroc n'a pas cessé de formuler à l'égard du gouvernement socialiste. Si vous permettez, oui, ces mêmes principes ont été affirmés et dans le préambule et dans un certain nombre d'articles du traité d'amitié de juillet. Et rappelé dans le discours du 20 août dernier. Oui, on fait réagir. Non, mais moi, je ne fais que reprendre ce qui a été dit, un petit peu rénové dans une rhétorique inédite avant-hier, et enfin il y a 3 jours. Oui. Et c'est ça, c'est sur ça qu'il faut se baser aujourd'hui. Très bien. Messieurs, alors peut-être une dernière réaction par rapport à l'isolement de l'Algérie sur la scène internationale, qui est de plus en plus ancrée, j'ai envie de dire, et aussi tout le tas de réactions que cette décision du gouvernement Sanchez a eu en Espagne, notamment au sein même de la coalition gouvernementale, mais aussi du côté de l'opposition. Beaucoup de critiques, donc, dont celle de Yolanda Díaz, qui a tweeté, donc c'est la seconde vice-présidente, et puis il y a surtout les articles dans la presse espagnole, pour ne citer que ce titre d'El Mundo où ils accusent Sanchez d'abdiquer devant le Maroc. Bref, donc toutes ces réactions, peut-être d'abord celle de Alger et puis celle de la scène politique espagnole. Samir Bennis. Tout d'abord, Madame Ihsan, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit M. Hassan Alaoui, juste nuancer un petit peu ce qu'il a dit, car il a dit que le Maroc c'est toujours mieux entendu avec le PSOE, avec les gauchistes, c'est vrai. Les socialistes. Mais, les socialistes, mais c'est vrai, mais à partir de 2011, durant les 2 mandats de Mariano Rajoy, on a bien vu que Mariano Rajoy a gardé le même esprit de coopération et d'amitié avec le Maroc. Il n'a pas changé d'un iota la position de l'Espagne qui avait été adoptée en 2008 par Zapatero. Et là, je rappelle que ce n'est pas la première fois que l'Espagne se positionne d'une manière favorable avec le Maroc en ce qui concerne le projet d'autonomie. Même si ce n'est pas le même langage, car en 2008, je rappelle, en décembre 2008, il y a eu une réunion entre M. Abbas El-Fassi, qui était alors Premier ministre, et Zapatero, et pendant laquelle Zapatero avait salué les efforts crédibles et sérieux du Maroc et a qualifié le projet marocain de contribution sérieuse à la solution du conflit. Après l'arrivée de Mariano Rajoy, elle a gardé le même esprit de coopération et s'est positionnée en faveur du Maroc. Et là, je rappelle qu'en 2013, lors de la tension avec les États-Unis à cause de son projet à l'ONU... Ce que j'allais dire, est-ce que la conjoncture internationale n'a pas joué en faveur de cela, de cette prise de position d'un gouvernement de droite à l'époque? À l'époque, si on met les choses dans le contexte, à l'époque, le Maroc n'était pas vraiment dans la même position aussi forte d'aujourd'hui, car à l'époque, le Maroc n'était pas encore revenu à l'Union africaine. Il n'y avait pas encore un consensus grandissant en faveur du projet marocain d'autonomie. Et pourtant, l'Espagne, parce qu'elle sait qu'elle est liée avec le Maroc par des intérêts économiques colossaux et par des intérêts sécuritaires, et là, le gouvernement du Parti populaire a gardé le même esprit, car il sait qu'il était dans l'intérêt de l'Espagne de ne pas vraiment se fourvoyer. Alors, justement, je me permets de vous interrompre, Samir Bennis, si vous le permettez, vous me facilitez la transition. Si c'est dans l'intérêt de l'Espagne, pourquoi au sein même de la coalition, on critique cette position et cette initiative espagnole aujourd'hui de Madrid? Pourquoi au sein de la même coalition gouvernementale, en sachant bien sûr tous les intérêts, notamment économiques, pour ne citer que, mais aussi sécuritaires, très important que ça a été soulevé à juste titre par Hassan Alaoui tout à l'heure, pourquoi on critique cette décision qui est aujourd'hui autant en faveur de Madrid qu'en faveur de Rabat?
Ok. Tout d'abord, en Espagne, dans le Parlement espagnol, dans la scène politique espagnole, il y a maintenant un courant dont vraiment le but principal est de vraiment faire tomber Pedro Sánchez. Si il dit que cette couleur est blanche, les autres diront qu'elle est noire. C'est pour cela d'ailleurs que le Parti populaire, lors de la crise de l'année dernière, il se positionnait en faveur du Maroc, il faisait vraiment des déclarations amicales à l'égard du Maroc. À la suite de la prise de décision de Pedro Sánchez, il a sorti une déclaration dans laquelle il s'en est pris à Sánchez et lui a reproché le fait de ne pas l'avoir avisé avant de rendre sa position publique. Tout à fait. Et en ce qui concerne la coalition gouvernementale, il faudrait rappeler qu'il y a un parti qui est en coalition avec Pedro Sánchez qui n'a jamais participé au gouvernement et qui est d'ailleurs anti-marocain. Ce parti qui est Podemos, Unidas Podemos, a toujours éprouvé de l'antipathie à l'encontre du Maroc et de la sympathie à l'envers de l'Algérie et du Polisario. Et ce parti moi j'ai fait des investigations, des recherches, et j'ai trouvé que ce parti a des liens avec l'Iran et avec Hugo Chavez du Venezuela. Et on sait bien on connaît bien la partie des gauchistes de l'Amérique latine. Et quand on met tout ça dans le contexte, on se rend bien compte que la présence d'un parti comme Podemos était en quelque sorte à l'origine de la crise diplomatique qu'on a vécue ces dernières années, en plus du fait que Pedro Sánchez n'était pas vraiment comme un gauchiste classique comme Zapatero et Felipe González, qui depuis leur arrivée au pouvoir, ils étaient conscients, ils étaient convaincus qu'il était dans l'intérêt stratégique de l'Espagne d'avoir des relations amicales et stables avec le Maroc. Très bien. Alors, une réaction, et en sachant que, bien sûr, puisque vous avez parlé du gouvernement de Rajoy, qui est un gouvernement de droite, et puisque, généralement, la droite fait plus attention aux intérêts économiques, c'est une règle un peu de la droite, un peu partout dans le monde, d'ailleurs, eh bien, c'est au moment où Rajoy était au gouvernement, ou présidait ce gouvernement espagnol, que, effectivement, les échanges commerciaux ont décollé. Une réaction peut-être, professeur Srimi? Oui, pour dire d'abord ceci, il ne faut pas être angélique. C'est tout de même ce même gouvernement, présidé par Pedro Sánchez, qui a pris les mesures qui ont conduit à cette crise en avril dernier, en accueillant dans les conditions que... Ce qu'ils ont nié, quand même, professeur Srimi, ils ont dit que c'était la ministre qui avait pris cette décision de manière unilatérale. Je vais vous donner un élément d'information. Le dossier est en cours d'instruction. C'est cela. Et il y a un magistrat aujourd'hui qui est arrivé à cette conclusion. Non, mais je parle que des réactions officielles, bien sûr. Mais moi, je vous donne des éléments d'information. Il y a un magistrat aujourd'hui qui a considéré qu'au vu du dossier qu'il avait, la ministre ne pouvait pas prendre une telle décision sans l'aval du chef du gouvernement. Très bien. J'ajoute que cette même ministre a eu la plus haute médaille espagnole, la plus haute médaille civile, le 28 décembre dernier, par un décret pris en Conseil des ministres, et qu'il y a un communiqué qui a été fait, etc. Alors, il y a de matière à interrogation. Bien, alors ça, c'est quand même intéressant. Le deuxième point que vous avez relevé pour ce qui est de la position et du gouvernement espagnol, c'est un gouvernement qui a une majorité très fragile. Il n'a que 45% de la majorité au sein du Congrès des députés et à peu près également 45% au sein du Sénat. Et donc, il est dans une situation tout à fait instable et inconfortable, et ça explique cela. Maintenant, pour ce qui est de Podemos, qui est un parti donc dirigé par Pablo Iglesias, qui a des affinités que l'on connaît, etc., il n'y a rien à attendre de lui, mais il a exprimé sa désapprobation. Est-ce que vous pensez que la position de l'Espagne pourrait durer? Est-ce que et pourrait même
comme l'ont souligné certains experts, pourrait se diriger vers une reconnaissance de la marocanité du Sahara. J'y viens. Très bien, vous avez le sens de la transition, c'est très bien. Il faut quand même relever que la position espagnole est dans le même format et la même teneur que la position allemande. Oui. Moi, j'ai étudié les deux textes, il y a une grande parenté. Mais c'est une position qui est en deçà de la position américaine du 10 décembre 2020. Parce que la position américaine fait expressément référence à la souveraineté du royaume sur ses provinces sahariennes. Alors donc nous sommes encore à ce niveau-là. Ce que peut faire l'Espagne comme gage de continuité et de bonne volonté, je vais vous le dire, c'est d'ouvrir un consulat général à Dakhla. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste dans la gestion d'un discours diplomatique convenu, une rhétorique diplomatique classique. Parce que c'est ce que c'est aujourd'hui. Oui, nous travaillons aussi sur autre chose, c'est-à-dire la pratique, l'application de ces principes-là qui sont formulés de manière diplomatique. Le premier acte que l'on peut attendre légitimement de Madrid, sûrement que ça va être abordé par la visite du ministre des Affaires étrangères Alvarez dans les prochains jours, puis le président du gouvernement qui va venir dans les semaines qui vont suivre, c'est qu'il y ait un acte fort dans ce sens, un signe, l'ouverture d'un consulat général, d'autant que l'Espagne a des entreprises espagnoles à Dakhla et qu'il y a des ressortissants espagnols. Donc voilà un test. Et d'ailleurs, ces mêmes, j'ai envie de dire, acteurs économiques jouent aussi un peu leur rôle dans cette diplomatie. Une réaction par rapport à l'avenir de ces relations Maroc-Espagne et surtout sur la durabilité de cette position espagnole. Est-ce que, parce que là on parle de la seule solution qui est à ce jour, est-ce que l'Espagne peut-être ou quelqu'un d'autre ne viendrait pas avec une autre position qui serait appuyée par Madrid pour d'autres intérêts ? Il a été dit, je reviens là parce que j'ai noté ça, donc ils ont parlé d'une étape qui se déroulera dans le cadre d'une feuille de route claire et ambitieuse, comme l'indiquent les communiqués du gouvernement du Maroc. Ça veut dire que le Maroc est d'accord avec la note qui lui a été envoyée. Et moi, je pense que, vous vous souvenez comment ça a été rendu public, cette affaire espagnole, il y a 3 jours. Ça a été rendu public par un communiqué du cabinet royal. Oui. Et si ce n'était pas important, Sa Majesté n'aurait pas pris, si vous voulez, la décision de publier le communiqué à son niveau. Et c'est ce qui a donné la force. Ce n'est pas Siborita, n'est-ce pas, qui, par ailleurs, est un excellent diplomate. C'est historique aussi, que bien sûr, ce sont les souverains, généralement. Parce que Sa Majesté a dit dans un discours qu'il suivait personnellement ce dossier et que les relations avec l'Espagne relevaient de son domaine réservé spécifique. Alors, tout à fait. C'est tout à fait normal que ça soit un communiqué du cabinet royal. Si on me permet l'expression, c'est presque 2 rois jumeaux, le roi du Maroc et le roi d'Espagne. C'est quand même, ils ont grandi dans un sens, entre guillemets, ensemble. Parce qu'ils se connaissent. Ils étaient tous les 2 princes héritiers. Princes héritiers, ils se fréquentaient et tout. Et donc, cette crise a été, moi je suis persuadé, a été pratiquement résolue à ce niveau d'abord, à ce niveau très très haut, n'est-ce pas ? Alors, ce que dit Alvarez, le chef de la diplomatie espagnole, que la crise, je cite ces mots, avec le Maroc est terminée, c'est qu'il pèse ses mots, qu'elle est vraiment terminée, qu'on ne pourrait pas attendre un autre épisode. Mustafa a souligné la situation très critique dans laquelle se trouve le gouvernement de Pedro Sánchez. Aujourd'hui, Pedro Sánchez trouve un crédit, mais trouve un soutien magnifique, inconditionnel, bien sûr, au niveau du Maroc et de certains pays. Vous voyez comment les réactions des députés français, par exemple, tous, pratiquement quasiment tous, et européens et internationaux, pour soutenir cette décision. Et donc, Pedro Sánchez a aujourd'hui, il bénéficie de soutien, bien sûr, du Maroc, mais certainement du roi d'Espagne. Très bien. C'est clair. Alors, donc, parce qu'il est en position défavorable en ce moment. Très bien. Alors, Samuel Benis, quel impact de la décision espagnole sur la dynamique internationale en faveur du Maroc et surtout en faveur de la proposition marocaine en ce qui concerne ces provinces du Sud ? Tout d'abord, je voudrais juste rebondir sur la question, est-ce que l'Espagne n'a pas encore reconnu la souveraineté marocaine ? Certes, elle ne l'a pas reconnue, mais il a reconnu le projet d'autonomie comme le plus réaliste et le plus sérieux et crédible. Donc la position de l'Espagne actuellement est plus forte que celle de la France et même celle de l'Allemagne.
Et il faut lire dans le texte aussi pour savoir qu'il s'agit là d'une reconnaissance implicite, car l'Espagne, pour la première fois, il reconnaît l'importance du Sahara pour le Maroc. Et dans le même temps, il reconnaît, il souligne l'importance pour les deux pays de respecter l'intégrité, la souveraineté, l'intégrité territoriale, la souveraineté et la prospérité des deux pays. C'est contenu dans le texte de la lettre que M. Sanchez a envoyée au Maroc. Donc, on n'est pas, certes, c'est pas une reconnaissance explicite, mais c'est une reconnaissance en filigrane. Et je pense que cette position espagnole, elle s'inscrira sur la durée, car l'Espagne, il sait bien que je pense qu'il a tiré les enseignements de la crise diplomatique qu'on vient de traverser. Et je doute qu'un autre gouvernement espagnol vienne dans 1 an ou 2 ans et essaye de revenir sur cette décision. Ils savent bien qu'une telle décision aura des répercussions très graves sur les relations entre les deux pays. Et entre-temps, je suis certain que le Maroc, la position géostratégique du Maroc et diplomatique sera encore plus forte. Ça, d'un côté. De l'autre côté, je pense que l'importance et l'intérêt de la position espagnole découle du fait que l'Espagne est l'ancienne puissance coloniale. Et là, j'insiste sur un point vraiment très important. Ce nouveau positionnement de l'Espagne, il n'est que l'évolution logique d'une reconnaissance implicite de longue date de l'Espagne. Car, et là je souligne que dans l'accord tripartite signé entre le Maroc, et la Mauritanie et l'Espagne en 1975, contenu à une clause secrète en vertu duquel le Maroc permettait à l'Espagne aux pêcheurs espagnols d'utiliser les zones de pêche marocaines au Sahara. Et tous les accords que le Maroc a signés, dans tous les accords que le Maroc a signés avec l'Espagne, avant que celle-ci ne rejoigne l'Union européenne, l'Espagne reconnaissait implicitement la souveraineté marocaine sur le Sahara. Très bien. D'autre part, parce que l'Espagne est l'ancienne puissance coloniale. Très bien. Donc le message est clair, Samir Beni. Je vous laisse peut-être finir votre idée avant de faire réagir. Il nous reste un peu de temps. Et il y a d'autres questions à traiter. Donc surtout sur cette question-là, sur la dynamique internationale, et avant même de parler de la dynamique internationale, de la position de l'Union européenne. Donc là, on a 2 pays qui se démarquent, à savoir l'Allemagne et l'Espagne. Qu'en est-il des autres ? Et de manière plus générale, des 27. Oui, maintenant, je pense que cette position espagnole, elle met de la pression sur la France. Car la France, elle se complaisait depuis 15 ans sur le langage de l'ONU et elle utilisait cette expression. Le projet d'autonomie marocain est une base sérieuse et crédible. Il faut maintenant que la France passe à une nouvelle étape et qu'elle dise que le projet marocain d'autonomie est la base la plus crédible, sérieuse et réaliste. Et là, on pourrait dire que la France se positionne vraiment en faveur du Maroc. Jusqu'à maintenant, la France ne le fait pas. Est-ce que tout à l'heure, Hassan Alaoui évoquait, n'est-ce pas, la visite de la sous-secrétaire d'État américaine dans la région. Il y a eu aussi cette visite de la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, en Espagne. Oui. Juste avant cette décision. Peut-être une réaction et surtout, est-ce qu'on se dirige aussi vers un changement de paradigme européen ? Parce que là, on parle de l'Espagne, on parle de l'Allemagne, Samir Beni évoquait la France, mais ce n'est pas que ces pays-là. Le changement de paradigme, c'est souhaitable, reste la faisabilité. C'est ça. Il faut relever, la position de la France a été évoquée par Samir Beni. On ne peut pas s'attendre raisonnablement à un signe ou un geste de la France dans la présente conjoncture présidentielle. Le président Macron ne fera rien. Absolument. Il faudra attendre qu'il soit réélu, car il sera réélu. Je ne prends pas un grand risque en le disant. Il sera réélu. Non, il sera élu. Et donc, il y a toujours cette contrainte algérienne qui pèse sur la position de Paris par rapport à la question nationale du Sahara. Donc, Paris, demain, le président, s'il est réélu, aura moins de marge de manœuvre du fait qu'il y a ce problème avec l'Algérie, qui est un problème mémoriel
D'abord, alors que, pas plus tard que hier, il y a eu les commémorations. Et j'y viens. Voilà. Et puis, il y a le fait qu'il y a un complexe d'une certaine élite française, même si le président Macron ne relève pas de cette génération-là. Et donc, c'est extrêmement difficile, c'est même toxique. Et l'Algérie, vous savez, l'Algérie a deux leviers dans sa politique étrangère, je vais résumer. L'hostilité à l'endroit du Maroc, c'est structurel, et la mise en accusation de la France pour le passé. Oui. Alors, donc, Paris, je ne pense pas qu'on puisse attendre quelque chose dans un avenir prévisible. En revanche, il y a un problème qui est posé au sein de l'Union européenne maintenant, c'est-à-dire un grand pays comme l'Allemagne, première puissance européenne. Ensuite, il y a Madrid, qui est également une puissance de premier rang, de quatrième rang plus exactement. Exact. Et puis, il faut espérer qu'il y ait une dynamique qui pousse à des pays qui nous sont proches, qui sont des pays amis. Je pense au Portugal. Eh oui, le Portugal ne peut pas rester avec un silence radio comme si rien ne se passait. Et l'Italie. Il y a l'Italie, j'y venais, etc. En revanche, ça sera plus difficile au niveau des pays de l'Europe nordique, parce qu'ils ont des réserves que vous connaissez à l'endroit de la cause nationale. Mais il y a d'autres pays qui peuvent être accrochés. C'est les pays du groupe de Visegrad. Plus, ils sont quatre oui. Plus la Pologne aussi, avec laquelle nous avons des relations tout à fait fécondes aujourd'hui. Autre élément aussi sur lequel on peut tabler, c'est la position du Royaume-Uni. Nous avons le paradoxe, entre guillemets, ou sans guillemets, c'est que nous avons maintenant les meilleures relations qui soient avec le Royaume-Uni depuis la sortie du Royaume-Uni du Brexit. Post-Brexit. Nous avons signé en octobre 2018 un accord d'association qui est entré en vigueur en janvier 2020, qui est un accord extrêmement important avec de grandes potentialités. On l'a vu dans les énergies renouvelables avec un méga projet que tout le monde connaît, etc. Et puis, il y a aussi d'autres pays qui peuvent être sensibilisés par la nécessité d'une réévaluation des termes d'appréhension de la question du Sahara. Je pense au Canada, je pense à d'autres pays, etc. Donc, il y a là quelque chose qui est en train de se faire. Plus que l'Europe, le continent africain. Alors du coup, il y a la question qui se pose de l'avenir de l'identité factice qui est le Polisario au sein de l'UA. Il y a une piste. Il y a une piste qui est personnelle, qui n'engage que moi. L'idéal, évidemment, c'est l'exclusion. Oui. L'exclusion de la RSD de l'Union africaine. Les procédures d'exclusion sont extrêmement compliquées, il faut les 2/3 des membres, etc. En revanche, modestement, à mon petit niveau, j'ai proposé une piste il y a quelques semaines, c'est la suspension. C'est dans les statuts, c'est dans les statuts de l'Union africaine. Pardon, c'est Hassan. Pardon, je finis. La suspension, pourquoi ? C'est une procédure plus simple, et donc on a en plus des motifs de suspension. Pourquoi ? Parce que, motif supplémentaire de suspension, parce que le mouvement séparatiste a dénoncé l'accord de cessez-le-feu de 91 suite aux événements de Guelgueret. Et donc, c'est un mouvement séparatiste qui se met en dehors de la loi internationale et des résolutions du Conseil de sécurité. Donc, les pays africains peuvent être fondés à dire qu'il ne peut pas être annotable parce qu'ils ne respectent pas les principes du droit international. Un dernier mot sur les relations Maroc-Espagne, pour revenir à notre sujet. Hassan El Aoui. Sur 2 ou 3 petits points. Ce qui se passe aujourd'hui, ce que l'Espagne a fait, je veux dire, c'est quand même un pas très important. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la position espagnole, c'est la plus avancée au niveau de l'Union européenne, aujourd'hui, avec l'Allemagne. Enfin, si évidemment, explicitement, le mot reconnaissance n'a pas été prononcé, mais on sait que ce langage, ce métalangage qui a été exprimé ici et là, veut dire beaucoup de choses. C'est peut-être des prochaines étapes. Le 30 avril prochain, le Conseil de sécurité va voter donc une résolution sur le Sahara. Et c'est là que je veux venir. Vous savez que le dernier vote au Conseil de sécurité, la Russie s'est abstenue. Absolument. La résolution 2602. Aujourd'hui, on ne peut rien préjuger, mais je pense personnellement, je fais ce calcul, que ce 31
avril, quand il y aura vote, la Russie, en tout cas, ne sera pas contre le Maroc, tout simplement. Parce que, encore moins avec l'Algérie, en sachant que cette dernière n'a pas voté. Elle s'est abstenue. C'est abstenue dans le vote. Je l'explique dans mon texte. Il y a contre l'abstention de la Russie, si vous permettez. Le Maroc n'a pas été. Tout simplement, c'est Alors vous pensez qu'il y aurait peut-être changement de la position russe? Peut-être, il faut s'y attendre. C'est difficile. Je ne sais pas si c'est difficile. C'est-à-dire que finalement, vous savez... Donc la prochaine date... L'abstention de la Russie au Conseil de sécurité ne nous est pas défavorable. Défavorable, absolument. Ce qui poserait problème, c'est que ça soit un vote contre. Donc, tout à fait. 1, 2, le 30 avril, vous avez fait référence à juste titre, le 30 avril, mais il n'y aura pas le vote. Il n'y aura pas vote d'une résolution comme dans la session annuelle d'octobre. Simplement, la question est inscrite à l'ordre du jour des travaux du Conseil de sécurité. Voilà, merci de préciser. Et à cette occasion, le secrétaire général, Antonio Guterres, va faire un rapport et il y aura également l'audition. Donc, est-ce qu'on va parler d'un nouveau round de négociations? Les négociations, messieurs, un dernier mot. Oui, est-ce que déjà le processus de la Russie, même si c'est, je veux dire, de l'Algérie, est-ce que l'Algérie va se poser aux tables de négociations? Ces négociations qui ont été suspendues depuis 2019. Non. Encore moins aujourd'hui. Encore moins aujourd'hui. Voilà. Un dernier mot là-dessus, Samir Bennis. Pardon, je voudrais dire un dernier mot, c'est que l'Algérie maintenant, par la voix d'un ministre il y a 2 jours, a déclaré qu'elle récusait la formule des tables rondes et donc elle se met hors du champ des résolutions du Conseil de sécurité. Du Conseil de sécurité, absolument. Elle viole l'esprit des Nations Unies. Déjà la fois dernière, elle n'a pas été. Et c'est renouvelé. C'est encore de nouveau. Aujourd'hui, on va tester. C'est pour ça que je dis il faut prêter attention au vote du 30 avril. Et au rôle de la Russie. Samir Bennis, un dernier mot depuis Washington. Donc, moi, je pense que le fait que l'Algérie ne participe pas aux tables rondes est dans l'intérêt du Maroc, car on sait que le Maroc est dans son Sahara et que le Maroc joue en faveur du Maroc. En ce qui concerne l'Espagne, j'aimerais dire que cette position risque de faire des émules dans les pays de l'Amérique latine quand on sait l'influence politique, culturelle, économique de l'Espagne dans cette zone du monde. Et on sait bien que beaucoup de pays qui se positionnent contre du Maroc et le faisaient à cause, en quelque sorte, de l'influence de l'Espagne et de sa position en ce qui concerne le conflit. Maintenant, avec cette nouvelle position, je suis optimiste qu'il y aura d'autres pays dans cette région du monde qui prendront une position favorable au Maroc dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup Samir Bennis, rédacteur en chef de Morocco World News. Merci d'avoir été avec nous depuis Washington. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Et mes remerciements vont également à mes invités sur le plateau, professeur Mustafa Srimi et mon cher confrère Hassan Alaoui. Merci d'avoir enrichi cette discussion. Je peux dire que c'est un bon millésime sur le plan diplomatique. Très bien. 2022. On finira sur cela. Merci messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.